Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple appel du médecin bouleverserait ma vie à ce point. Mais ce n'est pas le diagnostic qui m'a terrassé en ce jour gris de novembre, c'est le nom de Lucas qui a clignoté sur l'écran du portable d'Anna pendant qu'elle prenait sa douche. Ma femme avait laissé son smartphone sur la table de la cuisine lorsqu'un message WhatsApp est arrivé. Un réflexe, j'ai tendu la main, pensant que cela pouvait être important. Peut-être que c'était la pharmacie pour mes nouveaux médicaments. L'écran s'est illuminé. Tu me manques déjà. Hier était incroyable. Quand est-ce qu'on se revoit? Elle. Mon cœur a raté un battement. Je suis resté figé dans notre cuisine, la pièce où nous avions bu le café ensemble pendant 32 ans. La machine à expresso sifflait en arrière-plan, l'odeur des grains fraîchement moulus embaumait la pièce, tandis que mes doigts glissaient, comme engourdis, sur l'écran. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Ton mari n'en sait rien, n'est-ce pas? Non. Il est trop occupé avec sa maladie. J'ai fait défiler l'historique de la conversation, chaque mot une piqûre. Des photos. Des rendez-vous. Des rencontres secrètes dans un hôtel du centre-ville, pendant que j'étais en chimiothérapie. Le monde autour de moi s'est brouillé, et les tremblements de mes mains à un effet secondaire des médicaments se sont intensifiés. L'eau de la douche a été coupée. J'ai entendu Anna s'activer dans la salle de bain. Avec des doigts tremblants, j'ai reposé le téléphone exactement comme je l'avais trouvé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, les premiers flocons de neige de l'année tombaient, dansaient dans le vent, flottaient doucement vers le sol. Si paisible. Tellement contrasté avec la tempête qui faisait rage en moi. Herbert? Tu es allé chercher mes comprimés à la pharmacie? Anna est entrée dans la cuisine, ses cheveux gris blonds encore humides, enveloppés dans son peignoir moelleux que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Elle m'a souri le même sourire qui m'accompagnait depuis 35 ans. Le sourire qui m'avait soutenu pendant mon diagnostic. Le sourire qui, apparemment, était un mensonge. Oui, ai-je répondu machinalement en montrant le sac sur le plan de travail. Ma voix sonnait étrange à mes oreilles. Comment s'est passée ta matinée? La question me brûlait la langue comme de l'acide. Oh, rien de spécial. Des courses, puis je suis passé voir Gisela. Elle a pris son téléphone, l'a déverrouillé. Aucune expression sur son visage. Elle avait déjà fait ça souvent, ai-je réalisé. Mentir était devenu une routine. Je l'ai observée, faisant défiler ses messages, pensive. Ai-je vu un bref moment de tension dans ses épaules? Était-elle en train de supprimer les preuves sous mes yeux? Le médecin a appelé, ai-je finalement dit, pour dire quelque chose qui ne révèle pas comment mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Les résultats de la prise de sang ne sont pas bons. Il faut ajuster la posologie. Anna a posé son téléphone et est venue vers moi, posant sa main sur mon épaule. Le contact, qui m'aurait réconforté en d'autres temps, me brûlait comme une marque au fer rouge. On va s'en sortir, Herbert. On a déjà surmonté des choses pires. Est-ce qu'on l'a fait, pensais-je. Ou était-ce une illusion? Alors qu'elle me serrait dans ses bras, j'ai senti un parfum que je ne connaissais pas. Pas celui que je lui avais offert à Noël. Il était subtil, mais indéniable, un parfum étranger sur la femme que je croyais connaître. À cet instant, tandis que la première neige de l'hiver tombait dehors et que ma femme me serrait dans ses bras dans notre cuisine, j'ai su que le diagnostic de cancer n'était pas la pire chose qui allait m'arriver. La vraie souffrance ne faisait que commencer. J'ai passé la nuit qui a suivi ma découverte dans un état entre veille et demi-songe fébrile. À côté de moi, Anna respirait calmement et régulièrement. Comment pouvait-elle dormir, alors que mon monde s'écroulait? Le doux ronronnement de mon appareil CPAP, que je devais utiliser depuis le diagnostic, constituait la bande sonore de mes pensées chaotiques. Nous nous étions rencontrés en 1985, à une époque sans smartphone ni réseaux sociaux. J'avais 28 ans, elle 25. Notre mariage, un an plus tard, avait été modeste, mais plein d'espoir. Les photos étaient toujours accrochées dans le couloir, Anna dans sa robe couleur crème, moi avec mes cheveux noirs épais et sans la profonde ride entre les sourcils que la vie me donnerait plus tard. Je me suis tourné sur le côté, observant son profil dans la faible lumière qui filtrait à travers les stores. Était-ce la maladie? Mon diagnostic, d'il y a 8 mois, avait-il brisé quelque chose en elle? Le médecin avait parlé de charge pour les proches, mais jamais du fait qu'elle puisse se réfugier dans les bras d'un autre. À l'aube, j'avais pris une décision. Je découvrirais la profondeur de la trahison. Ne pas la confronter, pas encore.
d'abord comprendre. Au petit déjeuner, j'ai observé Anna par-dessus le bord de ma tasse de café. Elle faisait défiler les pages sur sa tablette, les lunettes de lecture sur le bout du nez. Je dois aller voir l'oncologue aujourd'hui, dis-je, bien que le rendez-vous ne soit que la semaine prochaine. Tu veux venir avec moi? Elle hésita un bref instant, presque imperceptible. Aujourd'hui? Tu ne m'en avais pas parlé. C'était un rendez-vous de dernière minute. Tes analyses de sang, tu sais. Oh. Elle tapota quelque chose sur son téléphone. Je suis désolé, Herbert. J'ai ce rendez-vous chez le kiné cet après-midi pour mon épaule. Encore un mensonge. J'acquiesçai, compréhensif. Pas de problème. Je prendrai un taxi. Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau, devenu principalement un refuge depuis ma retraite anticipée due à la maladie. Le vieux fauteuil en cuir grinça doucement lorsque je m'assis. Au mur étaient accrochées des photos de randonnée en montagne que je ne ferai plus jamais, et des récompenses de mon époque d'ingénieur en bâtiment. J'ouvris mon ordinateur portable et fis quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, je cherchais comment espionner ma femme. Le moteur de recherche me renvoya des dizaines d'articles, 10 signes qui prouvent que votre femme vous trompe, comment surveiller secrètement le téléphone portable de votre femme, application d'espionnage pour conjoint. Je me sentais sale en lisant, mais la douleur dans ma poitrine l'emportait sur toute considération morale. Vers 11 heures, Anna prit congé, me déposa un baiser sur la joue comme d'habitude. Tu as besoin de quelque chose de la pharmacie? Non, merci. Je me forçai à sourire. Bon courage pour la kiné. Dès que la porte d'entrée se referma, je passai à l'action. Je commençai par vérifier notre ordinateur commun dans le salon. Rien de suspect dans l'historique de navigation, elle était trop maligne pour ça. Puis, je fouillai méthodiquement ses tiroirs, me sentant comme un cambrioleur dans ma propre maison. Dans le tiroir du bas de sa commode, sous des pulls soigneusement pliés, je trouvai un petit carnet. Il contenait des rendez-vous avec des initiales. L14h HI, Hôtel Impérial? Aujourd'hui? Mon cœur s'emballa tandis que je reposais le carnet et m'assis sur le rebord du lit. La pièce tournait légèrement à un effet secondaire des médicaments ou le choc émotionnel, je ne saurais dire. Les doigts tremblants, j'appelai un taxi. Hôtel Impérial, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur, un homme âgé avec une moustache grise, qui me dévisageait dans le rétroviseur. Bel hôtel, remarqua-t-il. Voyage d'affaires? Quelque chose comme ça, répondis-je, fixant la fenêtre. La ville défilait, des gens se hâtaient à travers la gadoue, avec des sacs de course ou en route pour le travail. Des gens normaux avec des problèmes normaux. Comme j'aurais aimé être à nouveau l'un d'eux. L'hôtel Impérial était un élégant bâtiment datant de la belle époque, avec une porte-tambour dorée et des portiers en livrée. Je m'assis dans le hall, caché derrière une grande plante en pot, et j'attendis. Ma respiration était superficielle, les paumes de mes mains étaient moites. À 14h10, je la vis. Anna passa la porte-tambour, élégante dans son manteau bleu marine que je lui avais acheté l'année dernière pour notre anniversaire. Elle alla directement à l'ascenseur, sans regarder autour d'elle. Pas d'hésitation, pas de nervosité où elle connaissait le chemin. J'aurais dû me lever, la confronter. Au lieu de cela, je restai assis, paralysé. 5 minutes plus tard, un homme d'âge moyen entra dans l'hôtel. Grand, avec une chevelure noire abondante et une veste en cuir coûteuse. Il se dirigea d'un pas décidé vers le même ascenseur. Une douleur aiguë me traversa la poitrine, pas le cœur, pas physiquement, mais quelque chose de plus profond. Tandis que l'ascenseur montait, avec ma femme et son amant, je sentis quelque chose se briser définitivement en moi. Le trajet de retour à la maison se brouilla dans un brouillard de larmes et de rage. Dans notre chambre, je fourrai mécaniquement quelques vêtements dans un sac de voyage. Sur la table de chevet, il y avait une photo encadrée datant de notre dernier voyage avant le diagnostic Venise, nous deux souriant devant la place Saint-Marc. Je la retournai, face contre le sol. En claquant la porte d'entrée derrière moi, je ne savais pas si je reviendrais jamais. La maladie m'avait volé mon avenir. Maintenant, elle m'avait aussi volé mon passé. La chambre d'amis dans l'appartement de Friedrich était meublée de manière spartiate, un lit étroit, une armoire des années 90 et un petit bureau sous la fenêtre. Mais c'était un refuge, et Friedrich, mon plus vieil ami depuis l'université, ne posa pas de questions. Il m'apporta une tasse de thé, s'assit sur la seule chaise de la pièce et attendit. Elle me trompe, dis-je finalement,
les mots sonnant étrangement à mes oreilles. Friedrich retira ses lunettes et se frotta les yeux. À 65 ans, il avait lui-même vécu un divorce, mais c'était il y a 20 ans. Tu en es sûr? Je l'ai vu. Hôtel Impérial. Avec un homme plus jeune. Les derniers mots avaient un goût amer. Tu l'as confronté? Je secouai la tête. Je n'ai pas pu. Je suis simplement parti. Friedrich soupira profondément. Tu dois lui parler, Herbert. Après toutes ces années, peut-être qu'il y a une explication. Quelle explication pourrait-il y avoir? Ma voix monta d'un ton. Elle m'a menti en face. Pendant que je me bats contre le cancer, elle rencontre un autre homme dans des hôtels. Friedrich resta silencieux un instant. Tu sais, quand Ingeborg est tombée malade au son diagnostic de CEP, j'ai failli péter les plombs, moi aussi. Tout le monde n'est pas capable de gérer ça. Mais tu ne l'as pas trompé, rétorquai-je amèrement. Non. Mais je me suis réfugié dans le travail. J'étais rarement à la maison. Il posa sa tasse de thé. Parfois, fuir est plus facile que d'affronter la douleur. Je fixai la fenêtre. Dehors, l'obscurité gagnait du terrain, alors qu'il n'était que l'après-midi. L'hiver avait fermement emprisonné la ville. Mon téléphone vibra. Anna. Pour la 3e fois en 1 heure. J'ignorais l'appel. Elle doit s'inquiéter, dit Friedrich doucement. Qu'elle s'inquiète. Malgré mes mots durs, je sentais une pointe de culpabilité. On n'efface pas 35 ans de mariage comme ça, même après une telle trahison. Quand mon téléphone sonna de nouveau, je décrochai à contre-cœur. Herbert? Mon Dieu, où es-tu? Je rentre à la maison et tu as disparu. Tes médicaments sont encore là, j'ai cru que... Sa voix se brisa. Je suis chez Friedrich, dis-je d'un ton neutre. Chez Friedrich? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une véritable inquiétude dans sa voix. Ou était-ce juste une bonne comédienne? Tu le sais très bien. Ma voix tremblait. Je sais tout, Anna. Pour Lucas. Pour l'hôtel impérial. Silence à l'autre bout du fil. Puis, un sanglot étouffé. Herbert, s'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-nous parler. Parler de quoi? De tes mensonges? De la façon dont tu me trompes pendant que je me bats pour ma vie? Ce n'est pas comme tu le penses. Non. Alors, comment c'est? La colère monta en moi. Explique-moi, comment c'est quand ma femme rencontre un autre homme dans des hôtels? Friedrich se leva et quitta discrètement la pièce, refermant la porte derrière lui. Je ne peux pas en discuter au téléphone, dit Anna doucement. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu as besoin de tes médicaments. Elle avait raison, et cela ne fit qu'augmenter ma rage. J'étais lié à mes pilules, au strict calendrier de leur prise. La dépendance qui me rappelait ma mortalité, pendant qu'elle s'adonnait à sa liberté. Je les prendrai plus tard, dis-je froidement. Herbert, s'il te plaît. Je raccrochai, éteignis le téléphone et me laissai tomber sur le lit. La fatigue m'envahit soudainement, une autre fidèle compagne depuis le diagnostic. Quand je me réveillai, il faisait noir dans la pièce. Friedrich avait posé une couverture sur moi et mis mes médicaments à côté du lit, avec un verre d'eau. Elle les a apportés, expliqua-t-il en voyant mon visage confus. Elle a attendu en bas. Elle ne voulait pas te déranger. J'avalai les pilules machinalement. Tu lui as parlé? Friedrich hocha lentement la tête. Elle a l'air terrible, Herbert. Elle a pleuré. Elle est la dernière à avoir le droit de pleurer, murmurai-je, même si une partie de moi l'imaginait en bas, dans la voiture, seule et désespérée. Elle m'a donné quelque chose pour toi. Friedrich me tendit une enveloppe. Elle a dit que tu devais la lire quand tu serais prêt. Je pris l'enveloppe, la pesai dans ma main. Elle était lourde, contenait plus qu'une simple lettre. Quoi qu'il y ait là-dedans, dit Friedrich, cela lui a coûté beaucoup de courage pour te la donner. Après le départ de Friedrich, j'ouvris l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle contenait une lettre manuscrite et plusieurs impressions au décimètre, apparemment. Cher Herbert, je sais que rien de ce que je dirai ne pourra apaiser la douleur que je t'ai causée. Tu mérites la vérité, même si elle est laide. Lucas est psychologue. Je l'ai rencontré dans un groupe de soutien pour les proches de patients atteints de cancer,
3 mois après ton diagnostic. Il anime le groupe. Ce qui a commencé comme une conversation thérapeutique s'est transformé en quelque chose d'autre. J'étais tellement perdu, Herbert. Tellement rempli de la peur de te perdre. L'idée de continuer à vivre sans toi, je ne pouvais pas le supporter. Ce n'est pas une excuse. Rien ne pourrait excuser ce que j'ai fait. Mais je veux que tu comprennes, ce n'était jamais de l'amour. C'était une fuite. Une fuite pitoyable et égoïste de la réalité. Dans l'enveloppe, tu trouveras également les emails que j'ai écrits à ma sœur. Ils montrent ce que je ressens vraiment. Pour toi. Pour nous. Je comprendrai si tu ne reviens pas. Mais s'il te plaît, sache que je t'aime. Que je t'ai toujours aimé. Et que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Avec tout mon amour. Anna. Les emails à sa sœur étaient datés le premier peu après mon diagnostic, le dernier il y a 3 jours. Je n'arrive pas à dormir, Margaret. Les médecins disent que le pronostic est bon, mais je vois comme il souffre. Comme il maigrit. Hier, j'ai trouvé une poignée de ses cheveux sur l'oreiller et j'ai dû aller pleurer dans la salle de bain pour qu'il ne m'entende pas. Parfois, je me déteste pour ça, mais j'imagine ce que ce sera quand il ne sera plus là. La maison sans lui. Le silence. Je ne peux pas le supporter, Margaret. Je ne peux tout simplement pas. Lucas dit que mes sentiments sont normaux. Que beaucoup de proches ressentent la même chose. Mais j'ai l'impression de mal faire en parlant à quelqu'un d'autre qu'à Herbert. Pourtant, comment lui dire que j'ai peur de le perdre alors qu'il se bat si courageusement? J'ai fait une terrible erreur. Ce qui avait commencé comme un réconfort s'est transformé en quelque chose de laid. Je trahis l'homme que j'aime dans son heure la plus sombre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dois y mettre fin. Avec Lucas. Avec tout. Herbert mérite mieux. S'il le découvre un jour, je le perdrai à jamais. Et ce serait plus que je ne pourrais supporter. Le dernier email m'a fait marquer une pause. Je vais le dire à Herbert. Tout. Après sa prochaine séance de traitement, quand les résultats seront connus. Il mérite la vérité, même s'il me quitte après ça. Je ne peux plus vivre avec ce mensonge. J'ai laissé les papiers retomber. Mon visage était mouillé de larmes que je n'avais pas remarquées. La douleur était toujours là, mais elle avait changé ou elle était devenue plus complexe, mêlée à une tristesse plus profonde que la colère. Dehors, il recommençait à neiger. Je me suis levé, j'ai rejoint la fenêtre et j'ai regardé dehors, dans la rue. Une voiture était garée sous un lampadaire à notre voiture. Anna était assise dedans, à attendre dans le froid. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai allumé. La sonnerie de mon téléphone résonnait dans l'appartement silencieux de Friedrich. Il était presque minuit, et dehors, la faible neige s'était transformée en une véritable tempête. Les lampadaires projetaient des ombres spectrales à travers les flocons tourbillonnants. Elle est toujours assise en bas, dit doucement Friedrich en m'apportant une autre tasse de thé. Depuis 3 heures. Je me tenais près de la fenêtre, regardant notre voiture, enveloppée d'une couche de neige de plus en plus épaisse. À travers la vitre embuée, je pouvais distinguer la silhouette d'Anna, la tête appuyée contre l'appui-tête. Elle va prendre froid, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Friedrich. Eh bien, descends la faire monter, répondit-il pragmatiquement. Ou laisse-la rentrer chez elle. Mais ne la laisse pas geler là-dedans dans la voiture. Mon téléphone vibra à nouveau à un message d'Anna, je ne partirai pas, Herbert. Pas avant que nous ayons parlé. Je soupirai profondément, puis enfilai mon manteau. Je descends. Friedrich se contenta de hocher la tête. Prends la clé. Je vais me coucher. L'ascenseur de l'immeuble ancien était lent et grinçait à chaque mouvement. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, je me sentis étrangement calme. La colère initiale s'était transformée en quelque chose de plus complexe, un mélange de douleur, de confusion et, malgré tout, d'inquiétude pour la femme avec laquelle j'avais passé plus de la moitié de ma vie. La neige crissait sous mes pieds tandis que je me dirigeais vers la voiture. Anna ne me remarqua pas tout de suite, elle regardait droit devant elle, les mains fermement agrippées au volant. Ce n'est que lorsque je frappai à la vitre qu'elle tourna la tête. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ouvrit la portière. « Herbert ? » « Entre, » dis-je sèchement. « Il fait trop froid pour parler dehors. » Elle me suivit en silence, le regard baissé. Dans l'ascenseur, nous nous tenions côte à côte comme des étrangers.
Le parfum familier de son parfum, son vrai parfum, pas celui, étranger, que j'avais senti l'autre jour réveilla des souvenirs dont je n'avais pas besoin sur le moment. Dans le salon de Friedrich, nous nous assîmes sur le vieux canapé en cuir, une distance respectueuse entre nous. La pièce était éclairée uniquement par un lampadaire qui projetait de longues ombres sur les murs. J'ai lu ta lettre, commençai-je. Ma voix sonnait plus rauque que prévu. Anna hocha lentement la tête. Et les emails? Oui. Elle prit une inspiration tremblante. Alors tu sais que je voulais y mettre fin. Que je voulais te le dire. Après combien de semaines? Moi. L'amertume dans ma voix me surprit moi-même. Ça a commencé il y a 2 mois, chuchota TL. Après ta 2e hospitalisation. Quand ils ont dit que le traitement ne donnerait peut-être pas les résultats escomptés. Je me souvenais de ce jour. Les visages graves des médecins. Les nouveaux médicaments avec leurs effets secondaires encore plus lourds. Anna assise à côté de moi, extérieurement calme, me serrant la main si fort que ça faisait mal. Tu aurais pu m'en parler, dis-je doucement. De tes angoisses. Comment? Sa voix se brisa. Tu te bats pour ta vie, Herbert. Comment aurais-je pu te dire que j'ai peur de te perdre? Que je reste éveillé la nuit à imaginer comment ce sera de continuer à vivre seul? Elle essuya une larme sur sa joue. Cela aurait été tellement égoïste. Et te jeter dans les bras d'un autre homme, ça ne l'était pas? Elle tressaillit, comme si je l'avais giflée. Si. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais faite. Elle me regarda droit dans les yeux. Je ne cherche pas d'excuses, Herbert. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je voulais juste que tu saches toute la vérité. Dehors, le vent hurlait autour des angles du vieux bâtiment. La tempête avait gagné en intensité, fouettant la neige contre les fenêtres. Pourquoi lui, demandai-je finalement. La question qui me hantait depuis la découverte. Était-ce parce qu'il est plus jeune? En meilleure santé? Anna secoua vivement la tête. Non. Ce n'était jamais, il n'a jamais été question de lui en tant que personne. C'était parce qu'il n'était pas toi. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Avec lui, je n'avais pas besoin d'être forte. Je n'avais pas besoin de faire semblant de tout contrôler. Je pouvais simplement m'effondrer. Et je t'en ai empêché? En tombant malade. Non, Herbert. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui n'ai pas suggéré. Qui n'était pas assez forte. Elle passa ses doigts tremblants dans ses cheveux. Quand tu as reçu ton diagnostic, je me suis juré d'être forte pour nous deux. De ne montrer aucune faiblesse. De ne pas t'imposer un fardeau supplémentaire. Je repensais aux derniers mois. À Anna, toujours impassible. Qui organisait les rendez-vous, se procurait les médicaments, s'occupait de la maison, tout cela avec un sourire aux lèvres. Qui n'a jamais pleuré devant moi, jamais craqué. Mais cette force, elle m'a consumé, Herbert. Je me sentais tellement seul avec mon angoisse. Et puis Lucas est arrivé, et il a proposé d'écouter. Elle s'interrompit, sanglotant doucement. Je voulais rester en colère. Voulais m'accrocher à la douleur de la trahison, car c'était plus simple que le chaos émotionnel compliqué qui se cachait en dessous. Mais en voyant Anna ainsi brisée, désespérée, je sentis quelque chose céder en moi. J'aurais dû le savoir, dis-je doucement. J'aurais dû voir ce qui t'arrivait. Comment aurais-tu pu? Tu te bats contre ta propre mortalité. Elle attrapa ma main, puis hésita. Est-ce que je peux? J'acquiesçai silencieusement, la laissant prendre ma main dans la sienne. Ses doigts étaient glacés. C'est fini avec Lucas, dit-elle fermement. J'ai rompu aujourd'hui, avant que tu ne nous voies. Je levai la tête, surpris. Mais vous étiez à l'hôtel. Pour rompre? En personne. Je ne voulais pas qu'il reste dans mon groupe de soutien. Je voulais une rupture nette. L'idée qu'elle ait déjà mis fin à la liaison avant que je ne la découvre me troublait. Cela ne correspondait pas à l'image que je m'étais faite au cours des dernières heures. Pourquoi devrais-je te croire, demandai-je, bien que le doute dans ma voix ait déjà faibli. Anna lâcha ma main et fouilla dans son sac à main. Elle en sortit une enveloppe différente de celle qu'elle m'avait donnée auparavant. Tiens. Elle me la tendit. C'est ma lettre de démission du groupe de soutien. Datée d'hier. J'ouvris l'enveloppe. La lettre était formelle, sobre.
Anna y expliquait que, pour des raisons personnelles, elle ne pouvait plus participer au groupe et demandait de la compréhension. Je voulais faire table rase, dit-elle doucement. Devant toi. Devant moi-même. Dehors, la tempête avait atteint son apogée. Le vent secouait les fenêtres et la neige formait des motifs bizarres sur les carreaux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dis-je finalement. Les mots me faisaient mal, mais ils étaient honnêtes. Je sais. Elle acquiesça lentement. Je ne te demande pas de me pardonner, Herbert. Seulement la chance de me racheter. Si tu veux bien me la donner. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Le numéro de l'hôpital s'affichait à l'écran. La gorge soudain sèche, je pris l'appel. Monsieur Winkler? Ici le docteur Berger. Veuillez excuser de vous déranger si tard, mais j'ai pensé que vous voudriez être informé immédiatement. Vos dernières analyses de sang sont arrivées, et elles sont nettement meilleures. La nouvelle thérapie semble faire effet. Je fermai les yeux, laissant les mots s'imprégner. Merci, docteur. Quand je raccrochai, Anna me regarda, interrogative. Qu'est-ce qu'il y a? Les analyses de sang sont meilleures, dis-je doucement. La thérapie fonctionne. Pendant un moment, nous restâmes assis en silence, la nouvelle planant entre nous. Puis, sans prévenir, Anna éclata en sanglots opaques les pleurs maîtrisés de tout à l'heure, mais un sanglot profond, bouleversant, qui fit trembler tout son corps. J'ai hésité un instant seulement avant de m'approcher et de passer mon bras autour de ses épaules. Elle s'est blottie contre moi, son corps tremblait. J'ai cru que j'allais te perdre, a-t-elle murmuré entre deux sanglots. J'ai eu tellement peur. Alors que la tempête dehors s'apaisait lentement et que les premières lueurs du matin apparaissaient à l'horizon, j'ai serré ma femme contre moi. Je ne savais pas si notre mariage survivrait à cette crise. Je ne savais même pas si je pourrais à nouveau faire confiance complètement. Mais à cet instant précis, alors que la nouvelle de l'amélioration de mes analyses sanguines flottait encore dans l'air et qu'Anna pleurait dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis mon diagnostic, de l'espoir. Pas seulement pour ma santé, mais peut-être aussi pour nous. Le retour à notre maison le lendemain matin était étrange. Comme si tout avait changé, même si, extérieurement, tout était resté identique. La machine à café était à sa place habituelle, l'horloge au mur tic-taquait au même rythme, et pourtant, plus rien n'était comme avant. Anna et moi, nous nous déplacions prudemment l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui auraient soudainement oublié la chorégraphie. Elle préparait silencieusement le petit déjeuner, tandis que je rangeais mes médicaments du matin. « Tu veux des œufs brouillés ?» a-t-elle demandé d'une voix incertaine. « Oui, merci. » Je me suis assis à la table de la cuisine, en l'observant dans ses mouvements routiniers. Son dos était tendu, ses épaules crispées. L'éléphant dans la pièce était indéniable. Nous avions discuté de beaucoup de choses avec Friedrich pendant la nuit, mais loin d'avoir tout abordé. Les questions fondamentales restaient, comment continuer? Pouvons-nous surmonter cela? Est-ce que j'en ai même envie? Après le petit déjeuner, je suis allé au salon et me suis assis sur le canapé. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir notre jardin, désormais un paysage blanc immaculé. La tempête de neige avait fait son œuvre. J'ai téléphoné au docteur Muller, a dit Anna en entrant dans la pièce avec 2 tasses de café. Pour ton rendez-vous de contrôle la semaine prochaine. Docteur Muller, mon oncologue depuis le diagnostic. Un homme calme et réfléchi, qui m'avait toujours dit la vérité sur mon état de manière directe, mais avec empathie. L'amélioration des analyses sanguines est un bon signe, a-t-elle poursuivi en me tendant une tasse. Il souhaite tout de même effectuer le scanner complet pour s'assurer. J'ai acquiescé, j'ai pris une gorgée de café. Anna s'était assise dans le fauteuil en face de moi, pas à côté de moi sur le canapé comme d'habitude. La distance physique entre nous était un symbole douloureux de l'abîme émotionnel qui s'était creusé. Il faut qu'on parle, ai-je fini par dire. De nous. De l'avenir. Elle a posé sa tasse, a croisé les mains sur ses genoux. Je sais. J'ai réfléchi toute la nuit, ai-je commencé lentement. À ce qui s'est passé. À ce que tu as dit. Elle m'a regardé, a attendu patiemment. Je comprends que ma maladie ait été aussi un choc pour toi. Que tu aies eu peur. J'ai pris une profonde inspiration. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive toujours pas à accepter, c'est pourquoi tu n'es pas venu me voir. Je ne voulais pas t'accabler, a-t-elle murmuré. Tu avais déjà assez à supporter.
Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, Anna. Ma voix s'est faite plus ferme. Nous étions partenaires. Dans le meilleur comme dans le pire. Ça veut dire qu'on partage les fardeaux, on ne se les cache pas. Elle a acquiescé lentement. Tu as raison. J'ai fait une terrible erreur. Pas seulement une, ai-je rétorqué. L'amertume que je voulais réprimer s'est néanmoins glissée dans mes mots. Tu m'as trompé. Tu as trahi notre mariage. Des larmes ont monté dans ses yeux, mais elle ne les a pas essuyées. Oui. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. La vue de la neige immaculée avait quelque chose d'apaisant. Tu sais ce qui est le pire? Pas la tromperie en elle-même. Mais c'est que maintenant, je remets en question chaque souvenir. Chaque moment où tu disais que tu m'aimais. Chaque geste, chaque sourire. Herbert? Laisse-moi finir. Je me suis retourné vers elle. Je me demande si tu es resté avec moi parce que tu m'aimes, ou par devoir. Parce qu'on n'abandonne pas un mari malade. Elle s'est levée, s'est approchée de moi, mais est restée à une distance respectueuse. Je suis resté avec toi parce que je t'aime. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Et pourtant, tu étais avec lui. Oui. Elle a baissé les yeux. C'était une erreur. C'était impardonnable. Mais ça n'a jamais été ce que j'ai avec toi. Qu'est-ce qu'on a, Anna? J'ai senti ma voix se briser. Après 35 ans, je pensais qu'on avait la confiance. L'honnêteté. On l'avait. On l'a. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai brisé cette confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais existé. Mon smartphone a émis un bip, un rappel pour mes médicaments. La réalité de ma maladie s'est de nouveau imposée. Je suis allé à la table, j'ai pris les pilules, je les ai avalées avec une gorgée d'eau. Une routine quotidienne qui m'a soudain paru être un symbole de notre situation, amère, mais nécessaire. Je veux que tu consultes une thérapeute, ai-je fini par dire. Quelqu'un d'autre que Lucas. Quelqu'un qui puisse t'aider à gérer tes angoisses. Anna a paru surprise, puis elle a acquiescé. Bien sûr. Si tu le souhaites. Pas pour moi. Pour toi. Je me suis rassis. Et je pense qu'on devrait aussi consulter un conseiller conjugal. Si on veut essayer. Si. Sa voix a légèrement tremblé. Ça veut dire que tu n'es pas encore sûr? J'ai soupiré profondément. Je ne sais pas, Anna. Une partie de moi veut se battre. Pour nous, pour ce qu'on a eu. Une autre partie se demande si ça en vaut la peine. Si on pourra un jour retrouver ce qu'on avait. Elle s'est approchée de moi, s'est agenouillée devant moi et a pris mes mains dans les siennes. Herbert, je sais que j'ai brisé ta confiance. Que je nous ai blessés. Mais s'il te plaît, donne-nous une chance. J'ai plongé mon regard dans le sien, cherchant la femme que j'avais épousée. La femme qui m'avait accompagné dans les hauts et les bas. La femme que, malgré tout, j'aimais encore. J'ai besoin de temps, ai-je fini par dire. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant. Elle a acquiescé lentement, a serré mes mains, puis s'est relevée. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faudra. Elle a hésité. Est-ce que je devrais aller chez ma sœur? Te laisser de l'espace? L'idée d'être seul dans cette maison, avec mes pensées et ma maladie, m'a fait frissonner. Non, ai-je dit. Reste ici. On doit apprendre à gérer ça, comme des adultes. Un faible sourire a effleuré son visage. Merci. Les jours suivants, nous avons mis en place une nouvelle routine. Anna allait au travail où elle travaillait à temps partiel dans une librairie, un emploi qu'elle avait repris après avoir élevé nos enfants, et je passais les matinées avec mon ordinateur portable sur la terrasse, si le temps le permettait, ou dans mon bureau. J'ai commencé à tenir un journal. Pas seulement sur ma maladie, comme le médecin me l'avait recommandé, mais sur mes sentiments. Sur la colère, qui diminuait lentement. Sur la tristesse, qui restait. Sur les moments d'espoir, qui pointaient comme de tendres bourgeons entre les décombres. Une semaine après la confrontation, Anna a eu son premier rendez-vous avec le docteur Wegener, une psychothérapeute spécialisée dans les crises au sein des relations de longue date. Elle est revenue avec les yeux rougis, mais plus apaisée que je ne l'avais vue depuis longtemps. Elle a dit que ce que j'ai fait est un cas classique de comportement de fuite,
a raconté Anna pendant le dîner. Une stratégie d'adaptation inadaptée pour gérer ma peur de la perte. J'ai coupé mon poulet en petits morceaux. Ça sonne très clinique. Oui, mais ça m'aide à comprendre. Elle a posé sa fourchette. Ça n'excuse rien. Mais ça explique peut-être pourquoi j'ai agi ainsi, alors que je savais que c'était mal. J'ai acquiescé lentement. Et ça t'aide à gérer la situation? Avec ma maladie? C'était la première fois depuis longtemps que nous en parlions directement, pas des aspects pratiques comme les médicaments et les rendez-vous médicaux, mais de la charge émotionnelle. Elle m'a montré quelques techniques, a dit Anna. Des exercices de pleine conscience. Et elle m'a recommandé de tenir un journal de mes angoisses. Un journal de tes angoisses? Oui. Je dois écrire mes angoisses, au lieu de les réprimer. Elle a souri faiblement. Ou de les fuir. Je l'ai observée, de l'autre côté de la table. La femme que je connaissais depuis 35 ans m'est soudainement apparue sous un nouveau jour. Plus vulnérable, mais aussi plus honnête qu'avant. Ça a l'air bien, ai-je fini par dire. Je suis fier que tu fasses cette démarche. La surprise a traversé son visage, suivie d'un sourire hésitant. Merci. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon, chacun avec son livre. Le silence entre nous n'était plus aussi pesant que les jours précédents. C'était un commencement. Mon portable a vibré avec un message. Friedrich. Comment allez-vous? Est-ce que je peux passer ce week-end? Je pourrais apporter des steaks pour le barbecue. J'ai montré le message à Anna. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a hésité. Si tu veux. Friedrich est ton ami. Il est aussi le tien, ai-je répondu. Il s'est inquiété pour nous deux. Elle a acquiescé lentement. Alors oui. Ce serait bien de le voir. J'ai répondu à Friedrich, puis j'ai posé le portable. Anna? Elle a levé les yeux de son livre. Oui. J'ai pris un rendez-vous pour nous. Chez un conseiller conjugal. Mardi prochain, si cela te convient. Ses yeux se sont écarquillés. Tu veux donc essayer? Avec nous? J'ai pris une profonde inspiration. La décision n'avait pas été facile. Mais dans le silence de la nuit, quand les pensées sont les plus bruyantes, je m'étais posé sans cesse la même question, qu'est-ce que je regretterais si mon temps était limité? D'essayer et d'échouer? Ou de ne même pas tenter le coup? Oui, ai-je finalement dit. Je veux essayer. Anna a posé son livre, s'est approchée et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Prudemment, comme si elle craignait que je la rejette, elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, a-t-elle murmuré. Je te promets que je ferai tout pour regagner ta confiance. J'ai passé mon bras autour d'elle, pour la première fois depuis la découverte, un geste conscient et tendre. C'était à la fois étrange et familier. Il faudra du temps, ai-je dit doucement. Et je ne peux rien promettre. Je sais. Elle s'est blottie davantage contre moi. Mais le temps, c'est quelque chose que nous avons maintenant. Grâce à la nouvelle thérapie. J'ai pensé aux résultats d'analyse améliorés, à l'espoir dans la voix du docteur Berger. La maladie n'était pas vaincue, mais elle avait été repoussée. Un répit. Une chance. Dehors, il recommençait à neiger, de doux flocons qui dansaient à la lumière des lampadaires. Une nouvelle chute de neige qui recouvrait les traces de la tempête. Sans les effacer, mais en les adoucissant. Peut-être, ai-je pensé, en tenant Anna dans mes bras, était-ce un symbole approprié pour nous. Pour notre nouveau départ. Le premier rendez-vous chez la conseillère conjugale, le docteur Claudia Lenz, a été plus éprouvant que je ne l'avais imaginé. Son cabinet était lumineux et moderne, avec des fauteuils confortables et un éclairage discret, censé créer une atmosphère apaisante. Mais les questions qu'elle posait étaient tout sauf rassurantes. Herbert, pouvez-vous me dire ce que vous ressentez lorsque vous pensez à l'infidélité d'Anna? La question est restée en suspens pendant que je cherchais mes mots. Anna était assise en face de moi, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé sur le sol. De la colère, ai-je finalement dit. De la déception. De la trahison. J'ai pris une profonde inspiration. Et de la peur. Le docteur Lenz a légèrement incliné la tête. De la peur? Pouvez-vous développer? Je me suis frotté les tempes, sentant une légère pulsation à un autre effet secondaire des médicaments.
La peur que tout ce que je croyais certain ne soit qu'une illusion. Que notre mariage, qu'il n'ait jamais été tel que je le pensais. Anna a levé les yeux, les larmes aux yeux. Ce n'est pas vrai, Herbert. Ce qui s'est passé ne change rien aux 35 années précédentes. Pour moi, si, ai-je répondu doucement. Cela jette une ombre sur tout. Le docteur Lenz a pris des notes, puis a acquiescé. C'est une réaction compréhensible, Herbert. La confiance est le fondement d'une relation, et lorsqu'elle est ébranlée, on remet inévitablement tout en question. Elle s'est tournée vers Anna. Et vous, Anna? Que ressentez-vous lorsque vous pensez à vos actes? Anna a dégluti difficilement. De la honte. Une honte profonde. Et du dégoût de soi. Sa voix s'est brisée. J'ai blessé l'homme que j'aime, à un moment où il avait le plus besoin de moi. Aimez-vous encore Herbert? A demandé directement le docteur Lenz. Bien sûr. Anna a semblé presque indignée par la question. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Ce que j'ai fait, ça n'avait rien à voir avec un manque d'amour. Le docteur Lenz a acquiescé, puis s'est de nouveau tourné vers moi. La croyez-vous, Herbert? J'ai hésité. La question frappait au cœur de mes doutes. Je ne sais pas, ai-je admis honnêtement. J'aimerais la croire. Mais la rupture de confiance rend la chose difficile, a complété le docteur Lenz avec compréhension. C'est tout à fait normal. La séance a duré 1 heure, pendant laquelle nous avons parlé de communication, de peurs non exprimées et de la nécessité de redéfinir les limites. Lorsque nous avons quitté le cabinet, je me sentais épuisé émotionnellement, mais étrangement soulagé. Comme si le fait d'avoir exprimé les vérités douloureuses avait débloqué quelque chose qui était resté coincé. Dans la voiture sur le chemin du retour, le silence régnait. Anna conduisait, les mains fermement agrippées au volant, pendant que je regardais par la fenêtre. La ville défilait, les gens se précipitaient dans la neige fondue, les magasins brillaient de 1000 feux dans le crépuscule naissant. « Est-ce que tu voudrais qu'on s'arrête quelque part » a finalement demandé Anna. « Boire un café, peut-être » J'ai réfléchi. L'idée de m'asseoir dans un lieu public, avec nos émotions à vivre si proches de la surface, n'était pas très attrayante. D'un autre côté, je ne voulais pas encore rentrer à la maison, dans ces murs familiers qui abritaient soudainement tant de douleurs. Oui, ai-je dit. Ce serait bien. Nous avons trouvé un petit café à l'écart de la rue principale, confortable et pas trop fréquenté. Le parfum des gâteaux fraîchement sortis du four et des grains de café torréfiés nous a accueillis lorsque nous sommes entrés. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre, avons commandé 2 cappuccinos et une part de gâteau aux pommes à partager, une habitude de nos beaux jours. Le docteur Lenz a l'air bien, dit Anna en enlevant son châle. J'acquiesçai. Oui. Direct, mais empathique. Elle a raison, tu sais. Anna touillait son café, bien qu'elle n'y ait pas ajouté de sucre. Sur ce qu'elle a dit à propos de la confiance. Qu'il faut du temps pour la reconstruire. J'ai pris une gorgée de mon cappuccino, laissant la chaleur descendre dans ma gorge. La question est de savoir si c'est encore possible. Anna me regarda, son regard cherchant le mien. Tu crois ça? Que c'est impossible? Je soupirai. Je ne sais pas, Anna. J'aimerais le croire. Mais chaque fois que tu prends ton téléphone, quand tu dis que tu vas au travail ou que tu vois une amie, une partie de moi se demande si c'est vrai. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée, puis acquiesça lentement. Je comprends ça. Vraiment. Elle hésita. Est-ce que ça aiderait si j'étais plus transparente? Si tu pouvais vérifier mon téléphone, mes emails, à tout moment? L'idée de devenir le contrôleur de ma femme me fit intérieurement reculer. Non. Ce n'est pas le genre de relation que je veux. Nous ne sommes pas des gardiens de prison et des prisonniers. Alors quoi? Sa voix était basse, presque suppliante. Que puis-je faire, Herbert? Dis-le-moi, et je le ferai. Je secouai la tête. Il n'y a pas de solution miracle, Anna. Pas de remède de cheval. J'ai pris l'assiette de gâteau, les poussé au milieu de la table. C'est une question de constance. De prouver chaque jour que tu es sincère. Avec de petites choses, pas avec de grands gestes. Elle prit sa fourchette, coupa un morceau de gâteau. Comme la thérapie? Oui. Et la thérapie de couple. Et je cherchais mes mots. Et être honnête.
Pas seulement sur ce que tu fais, mais aussi sur ce que tu ressens. Anna acquiesça lentement. C'est juste. Elle posa sa fourchette sans goûter au gâteau. Herbert, est-ce que je peux te demander quelque chose? Quelque chose qui me travaille depuis notre explication? Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas jeté dehors? Après l'avoir découvert? Sa voix tremblait légèrement. La plupart des hommes l'auraient fait. La question me surprit, bien que je me l'étais déjà posée à moi-même. Pourquoi avais-je donné une seconde chance à Anna? Était-ce de la faiblesse? La peur d'être seul, surtout compte tenu de ma maladie? Je crois qu'il y a 2 raisons, dis-je finalement. Premièrement, tu ne jettes pas 35 ans comme ça. Pas sans te battre. Je pris une autre gorgée de café. Et deuxièmement, je comprends comment la peur peut t'envahir. Comment elle peut te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu veux dire à cause de ta maladie? J'acquiesçai. Oui. Quand j'ai reçu le diagnostic, il y a eu des moments où j'ai pensé à disparaître. À ne pas t'accabler avec mon déclin lent. Je souris amèrement. Je ne l'aurais jamais fait. Mais l'idée était là. Anna tendit la main sur la table, toucha doucement mes doigts. Je suis si heureuse que tu sois resté. J'ai laissé ma main sous la sienne, et légèrement répondu à la pression. C'était un petit geste, mais il me semblait significatif. Le docteur Berger a appelé pendant que tu étais sous la douche, dis-je, changeant de sujet. Les résultats complets du scanner sont arrivés. Il veut nous voir demain. Anna se figea, ses doigts se crispant autour des miens. Est-ce qu'il a laissé entendre quelque chose? Non. Il avait l'air neutre. J'essayais de rester calme, bien que l'angoisse montait en moi. Les améliorations des analyses sanguines étaient un bon signe, mais le scanner montrerait si le cancer avait réellement diminué ou s'il était seulement temporairement moins actif. Je viens avec toi, dit Anna fermement. Je prends un jour de congé. Tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Sa voix était résolue. Pas par devoir, Herbert. Mais parce que je veux être à tes côtés. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Les mots de nos vœux de mariage, répétés après toutes ces années et épreuves. Je sentis quelque chose en moi céder, un mur que j'avais érigé autour de mon cœur. Merci, dis-je doucement. Nous avons terminé notre café dans un silence qui n'était plus aussi pesant qu'avant. Sur le chemin du retour, Anna me tenait la main en conduisant, une habitude des premiers temps que nous avions fini par perdre. Une fois à la maison, j'ai vérifié mes emails pendant qu'Anna préparait le dîner. Un message de notre fils Thomas, depuis l'Australie, brillait sur l'écran. Salut papa. Comment vas-tu? Les nouveaux médicaments ont l'air de faire effet, c'est fantastique. Maman avait l'air beaucoup plus optimiste au téléphone que la dernière fois. J'ai une bonne nouvelle, j'ai obtenu 2 semaines de vacances et j'ai réservé un vol pour le mois prochain. Il est temps que je rentre à la maison et que je te remonte le moral en personne au lieu de simplement papoter sur Skype. Je t'embrasse. Thomas. Je fixai le message, un sourire s'épanouissant sur mon visage. Thomas, notre unique fils, vivait à Sydney depuis 5 ans. Ses visites étaient rares et précieuses. Anna, criai-je. Thomas arrive le mois prochain. Elle sortit de la cuisine, les mains encore mouillées par le lavage des légumes. Vraiment? Oh, c'est merveilleux. La joie sur son visage était sincère, n'étant pas obscurcie par les ombres qui planaient entre nous. À cet instant, nous étions simplement des parents ravis de la visite de leur enfant. Nous devrions préparer sa chambre, dit-elle avec empressement. Et je pourrais préparer ce gâteau à la citrouille qu'il aime tant. Je souris de son enthousiasme. Nous avons encore un mois devant nous, Anna. Je sais, mais... Elle s'assit à côté de moi, Lulimel. Ça va faire tellement de bien de le voir. J'acquiesçai, soudain pensif. Devrions-nous lui parler de notre situation? Anna se figea, la joie s'évanouissant de son visage. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Je réfléchis. Thomas avait 34 ans, un homme adulte avec sa propre vie. Mais c'était aussi notre enfant, et l'idée de l'accabler de nos problèmes me semblait malhonnête. Peut-être pas tout de suite, dis-je finalement. Voyons comment ça se passe. Avec la thérapie, avec nous. Anna hocha la tête, soulagée. Oui, ça semble raisonnable. Elle hésita. Crois-tu qu'il le remarquerait?
Que quelque chose ne va pas? Probablement. Il est assez attentif. Je fermai l'email et me levai. Mais d'ici là, nous aurons, espérons-le, fait des progrès. Oui. Elle sourit timidement. Je l'espère aussi. Au dîner, nous avons parlé de la visite imminente de Thomas, planifié des excursions et des activités. C'était presque comme avant une conversation collective sur l'avenir, sans les ombres du passé. Plus tard, lorsque nous étions au lit, chacun de son côté, mais plus aussi éloignés l'un de l'autre que les nuits précédentes, Anna murmura dans l'obscurité, « Herbert? Tu es encore réveillé. » « Oui, répondis-je, en me tournant vers elle. Son visage était à peine visible dans la faible lumière filtrant à travers les stores. « J'ai peur de demain, avoua-t-elle. De ce que le docteur Berger pourrait dire. » Je sentis mon propre cœur s'accélérer à cette pensée. Moi aussi. Est-ce que je peux? Elle tendit sa main, hésitante, interrogative. Je la pris, la rapprochai de moi. Elle se blottit contre moi, sa tête sur mon épaule, comme d'innombrables fois auparavant dans notre vie commune. C'était une sensation familière, malgré tout ce qui s'était passé. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, nous le traverserons ensemble. Je te le promets. Je caressai ses cheveux, sentant la chaleur de son corps contre le mien. La colère qui m'avait accompagné depuis la découverte n'avait pas disparu, mais elle avait changé, était devenue plus discrète. Quelque chose d'autre avait pris sa place, un espoir prudent, fragile. Ensemble, répétai-je doucement, avant que le sommeil ne nous enveloppe tous les deux. La salle d'attente du docteur Berger était, comme toujours, bondée. Des patients âgés au visage fatigué, des plus jeunes avec le vide choqué dans les yeux qu'un diagnostic récent laisse derrière lui. Des proches qui essayaient de paraître forts, tandis que leurs mains tremblaient en feuilletant les magazines. Anna et moi étions assis côte à côte, nos doigts lâchement entrelacés. Elle portait une robe bleu clair que j'avais toujours aimée, et avait pris plus de soin que d'habitude à se maquiller. Pour moi, réalisai-je. Pour paraître forte, confiante. Herbert Winkler appela la secrétaire, une jeune femme au sourire amical et aux gestes efficaces. Nous nous levâmes, la suivîmes dans le long couloir jusqu'au bureau du docteur Berger. La pièce était lumineuse, avec de grandes fenêtres offrant une vue sur le campus de l'hôpital. Sur les murs, il n'y avait aucun des diagrammes médicaux habituels, mais des paysages montagnes, lacs, forêts. Une tentative délibérée d'atténuer l'atmosphère clinique. Le docteur Berger se leva derrière son bureau lorsque nous entrâmes. Un grand homme d'une cinquantaine d'années, avec une barbe grise épaisse et des yeux vifs derrière des lunettes à monture invisible. Il m'avait accompagné tout au long du diagnostic, à travers les premières tentatives de traitement infructueuses, à travers le passage à la nouvelle thérapie. Monsieur Winkler, Madame Winkler, nous salua-t-il en nous serrant la main. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous nous assîmes sur les deux chaises devant son bureau. Anna ne lâcha pas ma main, sa prise se faisant plus ferme. Le docteur Berger ouvrit un dossier devant lui, retira ses lunettes et se frotta brièvement les yeux, un geste que j'avais souvent observé lors de nos précédentes rencontres. Était-ce un mauvais présage? Eh bien, commença-t-il, replaça ses lunettes sur son nez et nous regarda droit dans les yeux. J'ai ici les résultats de votre scanner complet, monsieur Winkler. Et je dois dire qu'ils sont remarquables. Mon cœur rata un battement. Remarquablement bon ou remarquablement mauvais? Un sourire s'épanouit sur le visage du docteur Berger, le premier vrai sourire que je lui ai jamais vu. Remarquablement bon. La nouvelle thérapie combinée a fonctionné mieux que nous n'osions l'espérer. La tumeur a diminué de près de 60%. Anna laissa échapper un son étouffé, mi-sanglot, mi-rire. Ses doigts serrèrent les miens si fort que c'en était presque douloureux. 60%, répétai-je incrédule. Est-ce normal? Le docteur Berger secoua la tête. Non, ce ne l'est pas. C'est exceptionnel. Avec ce type de tumeur, nous voyons rarement plus de 30% de réduction, même avec une réponse optimale à la thérapie. Il tourna son écran vers nous, montrant deux images côte à côte ou des scanners de mon torse, avant et après le traitement. Même pour mon œil non exercé, la différence était clairement visible. L'ombre sombre qui s'était installée sur mon poumon avait considérablement diminué. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Anna, sa voix tremblant légèrement. Pour le pronostic? Le docteur Berger se recula, croisant les mains devant lui sur le bureau. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à une amélioration significative de l'espérance de vie.
si la tumeur continue de si bien répondre au traitement, il existe même une possibilité de rémission complète. Les mots semblaient flotter dans l'air, trop importants, trop significatifs pour être saisis immédiatement. Rémission complète. La possibilité, non seulement de gagner du temps, mais de vaincre réellement le cancer. Mais, continua le docteur Berger, son ton devenant plus prudent, nous devons rester réalistes. Le traitement est éprouvant et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Les 3 prochains mois seront cruciaux. J'acquiesçai mécaniquement, essayant de traiter l'information. 8 mois plus tôt, on m'avait dit que mes chances étaient de 50-50e, au mieux. Que je devais me préparer à 1 an ou 2, pas plus. Et maintenant, le docteur Berger parlait de rémission complète. Quelles sont les prochaines étapes, demandai-je, m'efforçant de rester pratique, alors qu'une tempête d'espoir et d'incrédulité faisait rage en moi. Nous poursuivons la thérapie actuelle, mais nous augmentons légèrement la dose pour renforcer la tendance positive. Il prit une note sur un bloc d'ordonnance. Les effets secondaires pourraient être un peu plus forts, plus de fatigue, peut-être des nausées. Mais compte tenu des résultats, je pense que cela en vaut la peine. Bien sûr, acquiesçai-je. Quoi qu'il faille faire. Le docteur Berger sourit à nouveau, un sourire chaleureux, humain, qui perça l'armure professionnelle pendant un instant. Vous vous en sortez très bien, monsieur Winkler. Votre corps se bat, et il est en train de gagner. Lorsque nous avons quitté l'hôpital, le monde a semblé briller d'une lumière différente. Le ciel était plus bleu, l'air plus frais, les gens autour de nous plus vivants. Anna pleurait silencieusement, des larmes de soulagement coulant sur son visage pendant que nous marchions vers le parking. Je n'arrive pas à y croire, murmurait-elle sans cesse. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Dans la voiture, nous sommes restés silencieux un moment, laissant la nouvelle s'infiltrer. Puis, sans prévenir, cela a éclaté de moi un rire qui venait du plus profond de mon être, libérateur et sauvage. Anna me regarda avec surprise, puis elle s'y joignit, son rire se mêlant au mien, jusqu'à ce que nous soyons tous les deux à bout de souffle, les larmes aux yeux. Nous devrions fêter ça, dit-elle, une fois que nous nous sommes calmés. Aller manger quelque part. Boire du champagne. J'acquiesçai, soudain envahi d'une faim insatiable de vivre. Oui. Faisons ça. Nous avons roulé jusqu'au centre-ville, trouvé un restaurant élégant avec une terrasse, ouvert malgré le temps frais. Le serveur a apporté du champagne, et nous avons trinqué, nos yeux fermement liés. À l'avenir, dit Anna, sa voix pleine d'émotion. À l'avenir, répétai-je, buvant une gorgée du liquide pétillant. Il avait un goût plus doux, plus intense que jamais. Pendant que nous mangions en moi avec plus d'appétit que je n'en avais ressenti depuis des mois, j'observais Anna de l'autre côté de la table. La joie sur son visage était réelle, sans mélange. Mais il y avait aussi autre chose, une ombre qui passait brièvement sur ses traits quand elle pensait que je ne la regardais pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je finalement, posant ma fourchette. Elle secoua la tête, essayant de sourire. « Rien. C'est juste, tellement bouleversant. » Anna. Je pris sa main. « Dis-moi la vérité. » Elle soupira profondément et ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Je suis tellement infiniment reconnaissante pour cette nouvelle, Herbert. Je suis tellement reconnaissante que les mots me manquent. » Elle déglutit difficilement. « Mais une partie de moi se demande si je mérite ce bonheur. Après ce que j'ai fait. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Dans l'euphorie de cette bonne nouvelle, j'avais oublié nos problèmes pendant un instant, je les avais relégués au second plan. Mais ils étaient toujours là, non résolus, en attente. Ce sont 2 choses différentes, dis-je lentement. Ma santé et notre mariage. L'une n'a rien à voir avec l'autre. Pour moi, si, rétorqua-t-elle doucement. Quand je pensais que j'allais te perdre, c'est là que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Et maintenant, qu'il y a de l'espoir. Sa voix se brisa. Maintenant, je me demande si j'ai le droit de faire partie de cet espoir. Je l'observai longuement, voyant le remords dans ses yeux, le supplice du doute. La colère que j'avais ressentie après la découverte de son infidélité n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus calme, de plus réfléchi. Anna, dis-je finalement, personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Certaines plus grandes que d'autres. Je lui serrai la main. Mais s'il y a une chose que cette maladie m'a apprise, c'est que la vie est trop courte pour nourrir une rancune éternelle. Des larmes montèrent à ses yeux.
Ça veut dire que tu pourrais un jour me pardonner? Je réfléchis, voulant être honnête, envers elle et envers moi-même. Je ne sais pas. Peut-être. Avec le temps. Je lui serrai la main plus fort. Mais je sais que je veux essayer. Que je veux qu'on travaille à recoller les morceaux. Elle hocha la tête, s'essuyant les larmes avec la serviette. Merci, murmura-t-elle. Je ne peux pas en demander plus. Nous terminâmes notre repas dans un silence qui n'était plus aussi pesant qu'avant. La bonne nouvelle du docteur Berger avait changé quelque chose, avait ouvert une perspective qui manquait auparavant, du temps. Du temps pour guérir, pour pardonner, pour recommencer. En sortant du restaurant, il se remit à neiger légèrement. De délicats flocons qui scintillaient au soleil de l'après-midi. On devrait t'appeler Thomas, dit Anna, en nous dirigeant vers la voiture. Lui annoncer la bonne nouvelle. J'acquiesçai. Oui. Et ma sœur. Et Friedrich. Elle sourit, un sourire sincère et chaleureux qui atteignit ses yeux. Ce sera une bonne soirée. Une fois rentrés à la maison, nous fîmes exactement cela, appeler la famille et les amis, partager la bonne nouvelle. La joie de Thomas était contagieuse, même à distance. Il promit d'avancer sa visite si possible. Friedrich passa à l'improviste, apportant une bonne bouteille de vin rouge. Nous restâmes assis tard dans la nuit dans notre salon, à boire, à parler, et même à rire. On avait l'impression d'un nouveau départ, d'une percée après des mois d'obscurité. Quand Friedrich fut parti et que nous nous préparions pour la nuit, Anna se tenait dans la salle de bain devant le miroir, se brossant les cheveux. Je l'observais depuis la porte, voyant les mouvements familiers que j'avais vus 1000 fois. Tu sais, dis-je doucement, quand le docteur Berger a annoncé la nouvelle, ma première pensée n'a pas été pour moi. Elle se retourna, la brosse encore à la main. Non. Je secouai la tête. Non. J'ai pensé à nous. Au fait que nous avons peut-être maintenant une vraie chance de tout réparer. D'avoir du temps pour guérir. Anna laissa tomber la brosse, ses yeux se remplissant à nouveau de larmes. Oh, Herbert? Elle s'approcha de moi, hésitante, interrogative. J'ouvris mes bras, et elle s'y blottit, son corps chaud et familier contre le mien. Je t'aime, me murmura-t-elle à l'oreille. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Je la serrai fort contre moi, sentant son cœur battre contre le mien. Les mots que je voulais dire restèrent coincés dans ma gorge pas par manque de sentiment, mais parce qu'ils étaient trop importants pour être prononcés à la légère. Au lieu de cela, je l'embrassai doucement sur le front, une promesse sans mots. Un commencement. Cette nuit-là, nous dormîmes enlacés, comme nous ne l'avions plus fait depuis la découverte de son infidélité. Pas des retrouvailles passionnées, mais une redécouverte timide, un rapprochement prudent avec la familiarité que nous avions autrefois partagée. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'une couche fraîche et pure. Un symbole de nouveau départ, pensais-je, avant que le sommeil ne m'emporte. De secondes chances. 3 semaines après le diagnostic encourageant du docteur Berger, je me levai tôt, me faufilant silencieusement hors de la chambre à coucher pour ne pas réveiller Anna. L'aube pointait à peine, baignant notre jardin d'une douce lumière bleutée. La neige avait fondu, laissant place aux premiers crocus délicats qui pointaient leur tête à travers la terre humide. Dans la cuisine, j'ai préparé du café, pris mes médicaments du matin, toujours un rituel complexe de pilules multicolores, mais un rituel que j'accomplissais désormais avec moins d'amertume. Chaque pilule était un pas vers la guérison, et non plus une simple tentative désespérée de gagner du temps. Ma tasse fumante à la main, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Non pas dans mon journal de maladie, mais dans un nouveau document que j'avais commencé il y a une semaine. Réflexion sur la vie et l'amour, l'avais-je intitulé, un titre simple pour ce qui était en train de devenir une sorte de mémoire. Le printemps arrive tôt cette année. Les crocus sont déjà en fleurs et les oiseaux ont repris leur concert matinal. C'est étrange comme le monde paraît différent quand on croit avoir encore du temps à y passer. Les couleurs sont plus intenses, les sons plus clairs, même le café a meilleur goût. Hier soir, Anna et moi étions assis sur la terrasse, enveloppés dans des couvertures pour nous protéger du froid, à regarder le coucher du soleil. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais ce n'était plus un silence gênant. C'était un silence de complicité, de moments partagés. La colère que j'ai ressentie après avoir découvert son infidélité n'a pas disparu. Elle revient encore par vagues, de façon inattendue, déclenchée par un regard,
un geste, un souvenir. Mais les vagues s'affaiblissent, sont moins dévastatrices. Le docteur Lenz dit que c'est normal. Que le pardon n'est pas un acte unique, mais un processus. Une décision qu'il faut prendre chaque jour. Parfois, plusieurs fois par jour. Je crois que je commence à comprendre ce qu'elle veut dire. J'ai entendu des pas dans l'escalier et j'ai fermé l'ordinateur portable. Anna est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, encore en chemise de nuit, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Tu es matinale » a-t-elle remarqué, avant de s'approcher de moi et de m'embrasser doucement sur la joue. Un geste banal qui s'était réintroduit ces dernières semaines avec prudence, avec une pointe d'interrogation, mais toujours bienvenue. Je n'arrivais plus à dormir, ai-je répondu. Trop de pensées. Elle a acquiescé, compréhensive, a pris une tasse de café et s'est assise en face de moi. De bonnes ou de mauvaises pensées? Mitigées. J'ai souri légèrement. Mais plus de bonnes que de mauvaises. Elle a rendu mon sourire, une entente tacite entre nous. Thomas a encore écrit hier soir. Son vol atterrit dimanche à 14 h. Je sais. Il m'a écrit aussi. J'ai pris une gorgée de café. Tu es nerveuse? Anna a hésité, sachant pertinemment où je voulais en venir. Nous n'avions rien dit à Thomas de notre crise, avions décidé d'attendre de voir comment les choses allaient évoluer. Mais il était observateur, il remarquerait peut-être des tensions, des changements dans notre dynamique. Un peu, a-t-elle admis. Mais je suis aussi très contente. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vu. J'ai hoché la tête. Ces dernières semaines avaient instauré une nouvelle honnêteté entre nous, une ouverture qui manquait auparavant. Nous parlions de nos peurs, de nos doutes, de nos espoirs. Ce n'était pas toujours facile, souvent douloureux, mais nécessaire. Je pense que tout va bien se passer, ai-je dit. Nous n'avons pas besoin de faire comme si tout était parfait. Mais nous n'avons pas non plus besoin de tout expliquer d'un coup. Anna a acquiescé, soulagée. Oui, c'est ce que je pense aussi. Après le petit déjeuner, nous nous sommes préparés pour la journée. Anna avait rendez-vous avec le docteur Wegener, sa thérapeute, et je devais rencontrer Friedrich, qui avait proposé de m'aider à préparer la chambre d'amis pour Thomas. Alors que nous nous disions au revoir près de la porte d'entrée, Anna s'est arrêtée, sa main sur mon bras. Herbert? Oui. Je suis fier de toi. De ton combat, de ta force. Elle a avalé sa salive avec difficulté. Et je suis reconnaissante de ta patience. Avec moi, avec nous. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Merci, ai-je dit doucement. Ça compte beaucoup pour moi. Elle m'a embrassé, pas furtivement sur la joue comme le matin, mais sur les lèvres, doucement, mais avec un sens. Puis elle est partie, et je l'ai regardée s'éloigner dans l'allée, droite, déterminée. Friedrich est arrivé à l'heure, avec sa boîte à outils et une bouteille de bière, bien qu'il ne soit que le matin. Pour plus tard, a-t-il expliqué avec un clin d'œil. Nous avons travaillé ensemble dans la chambre d'amis, rangé, monté une nouvelle étagère qui devait accueillir les vieux livres et trophées de Thomas. Le travail physique me faisait du bien, me détournait des pensées plus lourdes. Comment ça se passe, a finalement demandé Friedrich en serrant une vis. Avec Anna, je veux dire. Je me suis assis sur le lit fraîchement fait, essuyant la sueur de mon front. Les effets secondaires de l'augmentation de la dose de médicaments se faisaient sentir, je me fatiguais plus vite, j'avais besoin de plus de pauses. Ça va mieux, ai-je dit honnêtement. Lentement, mais sûrement. Friedrich hocha la tête, posa le tournevis et s'assit à côté de moi. Ça me fait plaisir de l'entendre. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Après tout ce que vous avez traversé. J'ai repensé aux derniers mois où le diagnostic, les premières tentatives de traitement infructueuses, l'infidélité d'Anna, le nouvel espoir suscité par l'amélioration des analyses sanguines. Des montagnes russes émotionnelles qui nous avaient tous deux poussés dans nos retranchements. Tu sais, dis-je lentement, parfois je pense que la maladie, et tout ce qui a suivi, nous a forcés à être plus honnêtes l'un envers l'autre. Plus ouverts. Friedrich laissa échapper un petit rire. On dirait presque que tu en es reconnaissant. Pas reconnaissant. Mais... Je cherchais les mots justes. Peut-être que c'était nécessaire. Un électrochoc. Nous nous étions perdus dans une routine sans nous en rendre compte. Friedrich me regarda pensivement. C'est une façon de voir les choses très magnanime, mon ami.
Je haussai les épaules. Pas magnanime. Réaliste. On ne peut pas changer le passé. Seulement la façon dont on le gère. Nous avons terminé le travail en début d'après-midi, avons bu la bière sur la terrasse, malgré l'air frais. Le soleil était haut dans le ciel, réchauffant nos visages. Tu sais déjà comment va se dérouler la suite du traitement, demanda Friedrich, faisant tourner la bouteille vide entre ses mains. Encore 3 mois de thérapie intensive, répondis-je. Ensuite, de nouveaux scanners, une nouvelle évaluation. Si tout se passe bien, je pourrai ensuite passer à une thérapie d'entretien. Moins intensive, moins d'effets secondaires. Ça semble prometteur. Oui. J'ai souri. C'est plus que ce que j'osais espérer quand tout ça a commencé. Après le départ de Friedrich, j'ai profité du silence de la maison pour méditer ou une pratique que j'avais commencée sur les conseils du docteur Berger. D'abord sceptique, j'avais constaté que ces quelques minutes de concentration sur ma respiration m'aidaient à contrôler l'angoisse qui, malgré les bonnes nouvelles, rôdait encore en moi. Anna est rentrée en fin d'après-midi, les joues rouges à cause du froid et de quelque chose que j'ai interprété comme une excitation intérieure. « Comment s'est passée ta séance ?» ai-je demandé pendant qu'elle accrochait son manteau. « Bien. Intense. » Elle est venue me rejoindre dans le salon, s'est assise à côté de moi sur le canapé. Nous avons parlé de l'avenir. De mes angoisses de te perdre, même maintenant que le pronostic est meilleur. J'ai pris sa main, les pressé doucement. Cette nouvelle ouverture entre nous était encore inhabituelle, mais bienvenue. Et quelles ont été les conclusions? Elle esquissa un faible sourire. Que la peur est normale. Qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Mais que je peux apprendre à vivre avec, sans être contrôlé par elle. J'ai acquiescé lentement. Ça semble raisonnable. Et elle hésita, semblant chercher ses mots. Le docteur Wegener m'a demandé si nous avions pensé à redevenir intimes. La question m'a surpris. Depuis la découverte de son infidélité, nous nous étions physiquement rapprochés des câlins, des baisers, le fait de se tenir la main. Mais l'intimité plus profonde, la connexion sexuelle qui avait autrefois été une part tellement naturelle de notre mariage, avait disparu. Et qu'as-tu répondu, demandai-je, ma voix plus calme que mon pouls. Que je le souhaitais, dit-elle doucement. Mais que j'avais peur d'insister. De te brusquer. Que j'attendrais que tu sois prêt. J'ai réfléchi, laissant ces mots s'imprégner. La vérité était que la proximité me manquait aussi. Mais il y avait des obstacles, non seulement la douleur émotionnelle de la trahison, mais aussi les effets physiques de ma maladie et du traitement. La fatigue, les nausées occasionnelles, les changements de mon corps. Ça me manque aussi, admis-je. Te prendre ainsi. Ne faire qu'un avec toi. J'ai enlevé une mèche de cheveux de son visage. Mais je ne suis pas sûr d'être, que mon corps soit déjà prêt. Elle hocha la tête, compréhensive. Je sais. Et il n'y a aucune pression, Herbert. Aucun calendrier. Elle se blottit contre moi, sa chaleur à la fois réconfortante et invitante. Nous pouvons y aller doucement. Pas à pas. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés dans le lit, je me suis rapproché d'elle, je l'ai attirée dans mes bras. Elle s'est blottie contre moi, sa tête posée sur mon épaule, sa main sur ma poitrine. Nous nous sommes embrassés, lentement, explorant, comme des adolescents lors de leur premier rendez-vous. Il ne s'est rien passé d'autre, pas ce soir, mais c'était un début. Une promesse. Je t'aime, murmura-t-elle dans l'obscurité, sa voix pleine d'émotion. Les mots que j'avais si longtemps retenus sont maintenant sortis facilement de mes lèvres. Je t'aime aussi. Elle se figea un instant, surprise par mon aveu, puis se blottit plus près de moi, son corps tremblant légèrement à cause de larmes réprimées ou des larmes de soulagement, d'espoir. Dans les jours précédant l'arrivée de Thomas, nous avons préparé la maison, acheté ses aliments préférés, planifié des activités pour sa visite. L'anticipation a permis d'aplanir les tensions résiduelles entre nous, nous a donné un objectif commun. Le dimanche, nous sommes allés ensemble à l'aéroport, avons attendu dans le hall des arrivées avec une pancarte faite maison ou une tradition idiote qui faisait toujours rire Thomas. Quand il a franchi la porte, plus grand et plus bronzé que dans mon souvenir, mais avec le même sourire radieux, j'ai ressenti une vague d'amour et de fierté. Papa. Il m'a serré fort dans ses bras, prudemment, comme s'il craignait de me briser. Tu as bonne mine. Menteur, ai-je ri, en lui tapotant le dos. Mais merci d'avoir essayé.
Il s'est tourné vers Anna et l'a embrassée avec autant de chaleur. Maman. Tu m'as manqué. Tu nous as manqué aussi, mon chéri, a-t-elle dit en lui caressant les cheveux comme autrefois, quand il était petit. Tellement. Sur le chemin du retour, Thomas nous a parlé de sa vie à Sydney, de son travail d'architecte, du soleil australien et des plages à perte de vue. Il débordait d'énergie et de joie de vivre, un contraste avec l'atmosphère plus feutrée qui régnait dans notre maison. Une fois à la maison, nous lui avons fait faire le tour, lui avons montré les petits changements que nous avions apportés. Il a remarqué la nouvelle étagère dans sa chambre, a souri, ému par les vieux livres et les trophées que nous y avions placés. Vous vous êtes donné tant de mal, a-t-il dit, en s'asseyant sur son ancien lit. Merci. Au dîner, Anna avait cuisiné son plat préféré, du rôti de bœuf avec du chou rouge et des quenelles. J'ai observé Thomas nous scruter tour à tour, ses yeux attentifs, vigilants. Alors, a-t-il fini par dire, en posant sa fourchette. Que s'est-il passé? Anna et moi avons échangé un regard. Que veux-tu dire, ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. Entre vous. Il a pointé son doigt entre nous. Vous êtes différents. Plus prudents l'un envers l'autre. Comme si vous marchiez sur des œufs. Anna rougit légèrement, baissant les yeux sur son assiette. J'ai soupiré, en m'essuyant la bouche avec la serviette. Tu as toujours été trop perspicace pour ton propre bien, ai-je dit avec un faible sourire. Oui, il y a eu des difficultés. Mais nous y travaillons. Thomas hocha lentement la tête, son regard sérieux. Est-ce que c'est lié à ta maladie, papa? Indirectement, ai-je répondu honnêtement. Le diagnostic a été un choc pour nous deux. Cela a fait remonter des choses à la surface que nous avions longtemps ignorées. Anna releva la tête, les yeux humides mais déterminés. Thomas, j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Elle prit une profonde inspiration. J'ai blessé ton père, à un moment où il avait le plus besoin de moi. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent légèrement, mais il se contenta de hocher la tête, attendant qu'elle continue. Les détails n'ont pas d'importance, a-t-elle poursuivi. Ce qui compte, c'est que nous y travaillons. Nous allons en thérapie, individuellement et ensemble. Et nous retrouvons notre chemin. Thomas resta silencieux un instant, digérant l'information. Puis il tendit les mains, prenant la mienne dans l'une, celle d'Anna dans l'autre. Je vous aime tous les deux, a-t-il simplement dit. Et je suis heureux que vous essayiez. Que vous vous battiez. La simplicité de ces mots, son soutien inconditionnel, me fit monter les larmes aux yeux. Je lui serrai la main, reconnaissant pour le jeune homme qu'était devenu notre fils. Assez de conversations sérieuses, ai-je finalement dit, en essuyant furtivement mes yeux. Parle-nous davantage de ce café de plage que tu as mentionné. Le reste de la soirée s'est déroulé plus légèrement, avec des histoires et des rires, comme si la simple acceptation de Thomas avait enlevé un poids de nos épaules. Plus tard, au moment du coucher, Anna et moi, j'ai ressenti une profonde sérénité en moi, un sentiment de paix qui manquait depuis longtemps. C'est un bon garçon, a dit Anna doucement en se blottissant contre moi. Nous avons bien fait quelque chose. J'ai acquiescé, en la serrant plus fort contre moi. Oui, c'est vrai. Cette nuit-là, à l'abri de l'obscurité et fortifiée par l'amour de notre fils, Anna et moi nous sommes retrouvés, non seulement émotionnellement mais aussi physiquement. C'était différent d'avant, plus délicat, plus conscient, traversé d'une nouvelle vulnérabilité. Mais c'était authentique, un pas de plus sur le long chemin du retour l'un vers l'autre. Plus tard, allongé éveillé, avec le corps endormi d'Anna à mes côtés, j'ai pensé à toutes les épreuves que nous avions traversées, la maladie, la trahison, le travail acharné de la réconciliation. Rien de tout cela n'avait été facile. Rien de tout cela n'était terminé. Mais à cet instant, dans le silence de la nuit, sachant que notre fils dormait sous notre toit et que les médicaments contre le cancer agissaient dans mon corps, j'ai ressenti quelque chose qui me manquait depuis longtemps, l'espoir. Non pas l'espoir désespéré d'un noyé, mais la tranquille assurance de celui qui sait que la tempête finira par passer. La maladie avait tout changé. Elle nous avait menés au bord du précipice, avait révélé des fissures dans les fondations que nous avions crues inébranlables. Mais peut-être, pensais-je, alors que le sommeil m'envahissait lentement, peut-être nous avait-elle aussi donné la chance de bâtir quelque chose de plus fort, de plus authentique. Le chemin était encore long. La guérison, tant physique qu'émotionnelle, prendrait du temps. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais certain que nous le parcourions ensemble.